Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le ministre ivoirien des Transports et son homologue du Burkina Faso en charge des transports ont échangé hier avec les responsables du groupe Bolloré. Une rencontre qui intervient à 3 semaines du 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au centre des échanges, le retard dans la réalisation du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, des travaux confiés au groupe Bolloré. Les envoyés des deux chefs d'État sont allés s'informer de l'évolution du dossier. Mamadou Kouassi. À la dernière session du traité d'accord et de coopération de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les deux parties ont décidé de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, d'un coût global d'environ 262 milliards de francs CFA. Les travaux seront réalisés par l'entreprise française Bolloré. Mais depuis quelques mois, un retard est constaté dans le début des travaux. Pour mieux comprendre cette situation, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et son collègue du Burkina Faso en charge des transports échangent ici à Paris, dans la capitale française, avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Le prochain sommet, c'est dans 3 semaines. Donc nous avons voulu, en tout cas ensemble, pouvoir revisiter, comprendre ensemble qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça piétine. Les concessionnaires, effectivement, qui financent, il y a des raisons financières qui avancent, ce qui est normal, qui est tout à fait normal. Alors nous, les deux pays, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions réaliser en tout cas ce projet qui est capital pour nous. Les responsables de l'entreprise Bolloré ont présenté aux différentes délégations les problèmes rencontrés dans la réalisation de ce projet. On soit bien d'accord sur les perspectives de trafic et les priorités à donner. Nos équipes vont travailler dans les 2 semaines qui suivent de manière à proposer aux autorités les derniers contours du projet de manière à avancer encore une fois très vite. Le ministre Amadou Koné et son collègue du Faso ainsi que la partie française se sont donné rendez-vous dans les jours à venir en vue de finaliser le dossier. Après cette rencontre, la délégation ivoirienne conduite par le ministre Amadou Koné a échangé avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires venus présenter au ministre et à sa délégation un projet de modernisation du système du transport public abidjanais. Un projet portant sur la fourniture de 500 autobus annuellement à la Sotra et la construction à Abidjan d'une usine de montage d'autobus. Cette entreprise, au dire de ses responsables, veut contribuer à la politique de modernisation et de professionnalisation du secteur du transport public ivoirien, déjà entamée par le gouvernement. Autre chose, Fidel Sarasoro, l'ancien directeur général de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, était devant le département de maintien de la paix des Nations Unies. Il s'est agi pour lui de présenter l'expérience ivoirienne en matière de désarmement et de sortie de crise. Selon l'ONU, la Côte d'Ivoire est un exemple en matière de désarmement, démobilisation et réintégration. Herman Guivé. La Côte d'Ivoire a invité à partager son expérience aux Nations Unies en matière de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avions 3 approches. L'approche classique fixe dans des camps, l'approche mobile où nous donnions rendez-vous à des ex-combattants dans des endroits et nous pouvions récupérer leurs armes, et l'approche communautaire. Les éléments clés qui ont permis à ce processus cette impulsion, la volonté politique au plus haut niveau. Le Conseil national de sécurité, instance qui est présidée par le chef de l'État, se réunissait pendant toute cette période, toutes les 2 semaines. Fidel Sarasoro, ex-coordonnateur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, présente le bilan du processus DDR, des anciens combattants devant le département de maintien de la paix de l'ONU. Au cours de ce processus, 44 000 armements, dont 14 000 armes, ont été recueillis. Environ 70 000 ex-combattants ont été réintégrés. Nombre d'entre eux ont été réinsérés. Et même s'ils désarmaient, ils n'étaient pas acceptés dans leur communauté. La resocialisation, je pense que ça a été la plus grande réussite du DDR en Côte d'Ivoire. Ce sont des ex-combattants qui fabriquent des pavés à partir de déchets plastiques, la construction et autre chose. Pour l'ambassadeur Bouakamon,
Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, le succès du processus DDR en Côte d'Ivoire tient également à une réforme du secteur de la sécurité robuste et à la mise en œuvre d'un concept de resocialisation des ex-combattants. Les récentes manifestations dans l'armée éclairent sur la nécessité d'accélérer la réforme du secteur de la sécurité et le professionnalisme de l'armée nationale afin de donner aux soldats ivoiriens une identité républicaine. La haute représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Itsumi Nakamitsu, a affirmé au cours d'une table ronde de haut niveau au siège de l'ONU à New York que la Côte d'Ivoire est un exemple en matière de DDR. L'exemple ivoirien tel que présenté par Fidel Sarasoro pourrait éventuellement servir d'exemple à d'autres pays de la sous-région qui connaissent une certaine précarité en matière de sécurité post-crise. Montant total du processus DDR en Côte d'Ivoire, 100 milliards. La contribution de la Côte d'Ivoire s'élève à environ 70% du montant. Voilà donc un point sur le DDR. À présent, on s'intéresse à un acte qui pourrait contribuer à la cohésion sociale. Il a décidé depuis hier de rentrer chez lui. Un retour motivé par son ambition d'apporter sa contribution au développement du pays. Lui, c'est Timité Vassetou Ben Rassoul, ex-chef de cabinet de celui qu'on surnommait IB d'Ibrahim Koulibaly. Le message du gouvernement basé sur l'importance d'un retour chez soi pour la réconciliation de tous ses enfants, il l'a entendu. Il a été reçu dès son arrivée par le ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Sidonie Davila. Timité Vassetou Ben Rassoul, ex-chef de cabinet d'Ibrahim Koulibaly dit IB, signe son retour sur sa terre natale. Parti depuis 2011, Ben Rassoul fait partie des Ivoiriens qui ont fui le pays pour se réfugier au Ghana voisin à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut saluer ce genre d'initiative à leur juste valeur. En saisissant la main tendue des autorités, je pense avoir joué mon rôle qui est, n'est-ce pas, de faire en sorte de contribuer à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je voudrais exhorter les autres frères qui sont encore hors du pays, au Libéria, au Ghana, etc., à regagner leur pays. Il n'y a pas d'inquiétude. Il ne peut y avoir d'émergence véritable sans cohésion sociale. Donc, c'est ensemble que nous allons mener à bien cette cohésion sociale-là. Plaisir de retrouver les siens, surtout plaisir pour ce désormais ex-réfugié de rattraper le temps perdu en contribuant au développement de son pays. Mon combat sera d'éduquer la jeunesse estudiantine scolaire aux médias et à la démocratie. Le manque de culture civique, le manque de culture citoyenne là, les amène à poser un certain nombre d'actes. Donc il faut combler ce déficit éducationnel là. Si Ben Rassoul a décidé de faire un retour au bercail, c'est bien grâce au gouvernement qui, à travers son ministère de la Cohésion sociale, encourage les exilés à un retour définitif. Pour l'État de Côte d'Ivoire, le retour de ces réfugiés est un enjeu pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara. Ce matin, à son cabinet, la joie était à son comble pour la ministre Mariatou Koné, pour qui le retour de chaque exilé est une bataille presque gagnée. Je suis très heureuse. Depuis que je suis là, on a l'habitude de voir des pro-Gbagbo. Aujourd'hui, on a un pro-IB et ainsi de suite. Et je pense que l'émergence est en marche, la cohésion sociale est en marche. Tous ceux qui sont rentrés sont là, on n'emprisonne pas. Il n'y a pas de problème, il faut revenir chez soi. La ministre Mariatou Koné a réaffirmé la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour le retour du contingent résiduel de réfugiés ivoiriens. Une mission au Libéria est annoncée en début de semaine prochaine. En religion, la communauté musulmane sunnite de Mans est en crise depuis près de 3 ans. Le point d'achoppement se situe sur la gestion de biens matériels, dont une mosquée et une école. Ce conflit qui perdure a malheureusement entraîné des bagarres rangées entre 2 clans, mettant à mal la cohésion sociale. Le directeur général des cultes, sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu dans la ville de Mans pour tenter de concilier les 2 parties, mais les protagonistes n'ont pas pu accorder leur violon. Plus de détails avec notre correspondante à Mans, Ève Bouy. C'est en 2014 que la crise au sein de la communauté sunnite de Mans est intervenue.
À l'origine, un conflit d'intérêts sur la gestion d'une partie du patrimoine, en l'occurrence la mosquée principale sise au quartier Domoro et l'école franco-arabe sur le même site. Cette crise qui empire au fil du temps met aux prises deux tendances. L'AMC, Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, et l'ACI, Association des compagnons de l'islam. Plusieurs fois, des affrontements ont éclaté entre les deux camps. Ceux du 7 juin 2016 se sont soldés par de nombreux blessés, le saccage du siège régional de l'AMC et de la radio Al-Foukan. À l'issue de ces incidents, les autorités administratives locales ont fermé l'école et la mosquée en attendant qu'une solution soit trouvée entre les protagonistes. Dès lors, de multiples tentatives de règlement à Abidjan comme ici à Mans n'ont pu aboutir. Et le 6 juin 2017, des femmes se réclamant d'une tendance, notamment celle de l'association des compagnons de l'islam, assiègent l'enceinte de la mosquée, bravant ainsi l'autorité étatique. Pour une sortie de crise pacifique, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dépêché sur place le directeur général des cultes. Après 48 heures de pourparlers, aucune issue heureuse n'a pu être trouvée. Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, demande aux femmes qui ont assiégé la mosquée de rentrer chez elles car le site reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Il exhorte en outre les deux parties en conflit à tout mettre en œuvre pour préserver la cohésion sociale au sein des populations de Mans. Il s'agit de guides religieux, il s'agit de croyants et ils ont entre leurs mains le livre saint, le Coran. Et toutes ces questions dont nous débattons aujourd'hui ont leur solution dans ce Coran. Je voudrais profiter pour appeler au calme tous les camps, qu'ils mettent bas à terre et que la solution se trouve entre leurs mains. Il s'agit tout simplement qu'ils se donnent le temps de s'asseoir, d'avoir le courage de s'asseoir face à face. Ils pourront obtenir un point de rapprochement. Il est donc primordial d'obtenir coûte que coûte ce point de rapprochement pour que la paix revienne définitivement au sein de la communauté sunnite de Mans. Le ramadan tire à sa fin. Tout musulman a l'obligation de faire la zakat el-fitr ou l'aumône de la purification du jeûne. Objectif, purifier le jeûne et permettre aux nécessiteux de faire une bonne fête sans quémander. La zakat el-fitr est faite sous forme de denrées alimentaires ou sous forme numéraire. Pourquoi faire la zakat el-fitr? Comment la faire et à quel moment doit-on la faire? Les explications dans ce reportage d'Ami Sissoko. Bientôt la fin du jeûne musulman. Ce jeûne ne sera agréé pas alors que si le fidèle musulman s'acquitte de la zakat el-fitr, l'aumône de la rupture, l'aumône de la purification du jeûne. La zakat el-fitr, c'est un élément même clé même du jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui n'a pas fait la zakat el-fitr, la récompense de son jeûne va se suspendre entre les cieux et la terre. La récompense ne va pas atteindre Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat el-fitr consiste à faire don de denrées alimentaires à ceux qui sont dans le besoin. C'est une obligation pour tout musulman ayant les moyens. Sa valeur est comprise entre 1250 et 1500 francs CFA, soit 2 ou 2,5 kg de céréales par personne. Il y a beaucoup aussi qui me demandent comment ça se fait. Il veut faire zakat fixe, mais il ne sait pas avec quel riz il fait. Donc je leur dis, riz que tu manges là, c'est ça que tu dois faire. Si c'est du riz je consomme, je donne ça en riz. Si c'est du mil, je donne ça en mil. Si c'est du sorgho, je donne ça en sorgho. Ce que je consomme toujours, c'est ce que je dois donner. Le chef de famille doit faire la zakat el-fitr. Il doit faire pour ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans son autorité, même un enfant qui est venu au monde avant la prière, c'est-à-dire cet enfant, ce bébé, on doit prélever sa zakat el-fitr. Cette aumône est obligatoirement remise aux nécessiteux. Elle peut être donnée soit en nature, soit en numéraire. C'est aussi une aide, un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils soient à l'abri du besoin le jour de la fête. Nous donnons du riz, mais souvent on calcule la valeur en argent et nous donnons à la mosquée ou bien à des nécessiteux. Peut-être 2,5 kg. C'est comme ça que je calcule le nombre de mes personnes que je dois payer pour elles. Et je paye ça comme ça en argent. Et aller amener ça à un imam. Il est beaucoup vieux.
Il ne travaille plus, il est à la maison avec sa famille. On peut donner ça 3 jours avant la fête, 2 jours avant la fête, mais le dernier moment, c'est avant d'aller à la prière. La zakat el-fitr ou l'aumône de la purification du jeûne est différente de la zakat el-mal, l'aumône sur les biens, l'un des piliers de l'islam. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.